Il y a quelques semaines, un pote me demande qu'est-ce qui te plaît en photographie. Et pour tout vous dire, c'est une question à laquelle j'avais jamais réfléchi. Et je lui ai répondu quelque chose du style capturer la beauté d'un moment. Va savoir ce que ça veut dire. Donc mon ami insiste, mais j'étais incapable de lui faire une autre réponse parce que parfois c'était l'harmonie des couleurs, d'autres fois c'était une lumière fabuleuse, ou encore un autre jour, un moment merveilleux passé avec un proche. Et comme j'étais en train de me remémorer ces moments en me disant mais jamais plus ces moments ne reviendront, je suis devenu très émotif. Ça peut paraître bête comme ça, mais c'est comme si j'arrivais pas à comprendre ma réponse, comme s'il y avait un élément que j'arrivais pas à expliquer là-dedans, et si j'arrivais à mieux comprendre ma réponse, j'avais comme la sensation que non seulement je pourrais dépasser mes propres préoccupations individuelles, mais aussi en faire bénéficier d'autres personnes. D'abord, je me suis dit que cette histoire de recherche de la beauté, c'était quand même très prétentieux. Il faut du temps et de l'énergie pour ça. J'imagine que si tu travailles à l'usine, t'as ni le temps ni l'envie, après ta journée de travail, de rechercher la beauté dans ton quotidien et en plus d'en faire une pratique artistique. Ensuite, je me suis dit que c'était un peu daté, non? Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire un effort volontaire pour rechercher la beauté dans son quotidien lorsque d'un clic, on peut accéder à une série qui nous transportera bien plus loin que ce que peut nous offrir le réel à un instant T, lorsqu'on peut par exemple aller voir un film en 3D et s'en mettre plein les yeux. Donc j'ai commencé à chercher une autre réponse. Peut-être que j'aurais pu trouver quelque chose de plus stylé, par exemple. C'est une manière pour moi de communiquer autrement que par les mots, tu vois, ce genre de délire. Mais j'étais tout le temps confronté à la réalité du terrain. Je prenais une photo, je me demandais pourquoi j'avais pris la photo. Parfois c'était la géométrie, la couleur, la lumière, mais j'arrivais toujours à la même conclusion. Quelle de magnifiques scènes. Bon, j'arrivais vraiment pas à me dépêtrer de cette réponse, donc je me suis demandé si j'étais le seul. Et je me suis rendu compte que l'art que j'aimais était pratiqué par des artistes qui s'appuyaient sur le réel pour produire leur travail. Mais ma réflexion est allée plus loin que ça. Je pense que cette quête de la beauté au quotidien est de l'ordre de la philosophie de vie. C'est un mode opératoire qui nous permet d'accéder en tant qu'individu, toi, moi, n'importe qui, à plus de bonheur. La photographie me permet de rester connecté à la miraculeuse improbabilité de mon existence, à la nature éphémère de chaque instant, et d'entretenir un émerveillement permanent pour ce que le réel a à offrir. Le matin, quand tout le monde est emmitouflé dans ses couvertures, t'es dehors pour capturer un lever de soleil. Quand il pleut et que tout le monde s'agite pour rentrer chez soi, t'es dehors pour voir tomber la pluie sur les parapluies multicolores. On a pris l'habitude de ce qui nous entoure, mais à la terrasse des cafés, dans toutes les villes de France, aussi bien que sur la plus petite parcelle de terre. Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder attentivement pour être complètement abasourdi par la diversité du vivant, par les particularismes individuels, fumeurs, non-fumeurs, véganes, végés, flexitariens. Saul Leiter est un photographe new-yorkais du XXe siècle et il disait « Je crois qu'il existe une recherche de la beauté, un plaisir pris aux belles choses du monde et que personne ne devrait avoir à s'en excuser. » Et il n'était pas le seul à ne pas s'en excuser. Cette semaine, je suis parti sur les traces de Paul Cézanne. Comme tu le sais sûrement, il était peintre, impressionniste, au XIXe siècle et j'ai eu la chance de passer quelques heures dans son atelier. D'abord, je dois dire que c'est fascinant d'aller dans les coulisses du travail d'un artiste. Ça permet de démystifier son œuvre, de se dire « Ah d'accord, il a utilisé tel objet, la lumière venait de ce côté, c'est comme ça qu'il arrivait à obtenir une lumière si douce. » Mais en même temps, t'es confronté à un autre paradoxe, t'es confronté à une autre réalité qui te bouleverse parce que tu te rends compte que c'est de cette pauvre poire, c'est de ce bout de tissu posé sur une table qu'il est arrivé à sortir parmi les plus belles natures mortes du 19e siècle. Et alors que tu commençais à comprendre l'œuvre de l'artiste, à te rapprocher des éléments explicatifs de son œuvre, tu te trouves confronté à l'inexplicable, à la vision de l'artiste, à son imaginaire qu'il a construit pendant des dizaines d'années avant de s'attaquer à l'esthétique d'une scène somme toute très ordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus ordinaire qu'un plateau de fruits? Ce que je voyais a ramené un peu de cette émotion que j'avais ressentie quelques semaines auparavant. J'avais la conviction, là, devant moi, que la recherche de la beauté dans son quotidien, c'est une démarche qui dépasse le cadre de l'art. C'est une quête qui demande un acte de volonté. Ça ne tombe pas du ciel. Bénis soient ceux qui sont capables de voir la beauté dans les lieux les plus modestes, là où d'autres ne voient rien. C'est une phrase d'un autre peintre impressionniste, Pissarro, et c'est une très bonne chose qu'il n'ait pas dit « Bénis soient les artistes » qui sont capables de voir la beauté dans les endroits les plus modestes, parce que ça ne se limite pas qu'aux artistes. Je vais être un peu brut de décoffrage, mais
plus j'avance dans cette vie et plus je pense que le bonheur est en grande partie une question de volonté. Je sais que c'est une phrase qui peut choquer un petit peu, mais si on prend la réussite économique, par exemple, on se rend compte qu'elle est plus ou moins déterminée, à quelques exceptions de près. Pour la santé, c'est un peu la même chose. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de chance et beaucoup de génétique là-dedans, même si on peut bien sûr l'entretenir. Il suffit de regarder par exemple les écarts d'espérance de vie entre les différents pays du monde pour s'en convaincre. Et je tiens tout de suite à dire que je ne fais pas partie des gens qui pensent que l'argent ou la santé ne contribuent pas au bonheur. Je pense qu'il ne faut jamais avoir connu le manque d'argent ou la maladie pour affirmer une chose pareille. Mais en regard de ça, il y a un type de bonheur qu'on se crée et qui passe par des actes positifs, par des actions voulues. Faire plaisir à quelqu'un, ne pas se pourrir la vie avec ses propres ruminations. Être de bonne humeur, s'émerveiller devant son quotidien. Le plus tu appuies sur cette pédale des actes positifs, le plus tu fais pencher la balance en faveur du bonheur contre l'aléatoire, l'apathie et la souffrance. Et si t'en doutes, on pourrait citer Alexandre Jolien, par exemple, qui est philosophe, écrivain, et qui vit avec une paralysie cérébrale, et qui, malgré son handicap, produit une philosophie qui est un véritable plaidoyer pour la vie contre la souffrance. Et si t'en doutes toujours, on pourrait aussi parler de Théo Curin, amputé des 4 membres suite à une méningite foudroyante contractée à l'âge de 6 ans, vice-champion du monde de natation handisport aujourd'hui. Et je ne sais pas s'ils sont heureux, je ne sais pas si pour eux la balance penche plus du côté du bonheur ou de la souffrance. Mais ce que je vois, ce sont des actes positifs, des actes voulus pour, malgré leur souffrance, malgré leurs conditions, construire des choses. Et on les présente souvent comme des individus qui ont construit et qui ont accompli des choses exceptionnelles. Mais moi, ce qui m'intéresse plus que l'accomplissement, c'est la philosophie de vie. Parce qu'on voit souvent la médaille obtenue en natation, on voit l'interview télévisée, on voit la publication du nouveau livre pour le philosophe. Mais ce que ça nous dissimule derrière, ce sont les heures et les heures de pratique qui ont été effectuées malgré l'inconfort, malgré la douleur, malgré le handicap. Et certes, ce sont des extrêmes, mais ce sont aussi des problématiques qui nous touchent tous. On en revient toujours finalement à cette question qui a été posée par les existentialistes. Nous allons connaître la vieillesse, la souffrance et la douleur. Et si c'est pas la nôtre, ce sera celle de nos proches qui sera peut-être encore plus difficile à supporter que si elle nous avait touchés directement. Donc qu'est-ce qu'on fait pour donner un sens à cette souffrance? Qu'est-ce qu'on fait, in fine, pour donner un sens à sa vie? Cette réponse t'appartient. Personne ne peut la trouver à part toi. Mais heureusement, d'autres êtres humains ont laissé des pistes, des traces de leur vie. Une de ces pistes, c'est le réenchantement de son monde, qui passe par le fait de nourrir son émerveillement pour les petites choses du quotidien. D'où la pratique artistique. Parfois, je discute avec des gens qui me disent « Oui, mais moi, je suis pas un passionné, j'ai pas de passion. » Un peu comme si on tombait dedans quand on était petit, comme Obélix. Et certes, il y a des gens qui tombent dedans quand ils sont tout petits. Il y a des Picasso, ça existe. Mais le plus souvent, c'est pas le cas. Le plus souvent, ça vient surtout d'une forme de curiosité et d'un acte de volonté, du simple fait d'avoir commencé. Et une fois qu'on a fait la première photo, elle mène à la deuxième, la première vidéo mène à la deuxième, le premier roman mène au deuxième, et il suffit de commencer pour que les projets se nourrissent d'eux-mêmes. Et de ma modeste expérience, tout ce que je peux te dire, c'est que entretenir cet émerveillement est très bon pour le moral. C'est ce que faisait Cézanne tous les après-midi dans son atelier. Il s'émerveillait pour dire la beauté de ce qu'il voyait.